Parfait, je propose que nous reprenions. Je vous remercie d'être restés. Je remercie aussi Vincent d'avoir fait une transition parfaite vers une table ronde stratosphérique. On va essayer. Décidément, on met la barre très haut. Donc, on a tout un ensemble d'invités autour de cette table presque ronde qu'on a le plaisir d'accueillir. Donc, dans l'ordre où vous les voyez, Luc Baumstark, donc l'Université de Lyon, au GAT, Julie de Brux, à Citizen, Karine Fior, donc de l'ANSES, et Jérôme Wittwer, de l'Université de Bordeaux, à l'ISPED. Et Benoît et moi les encadrons, comme vous pouvez le voir, et nous avons vraiment l'intention de leur demander de se prononcer sur ce que vous avez dans la synthèse, tout à fait à la fin, et qui sont en fait des recommandations sur lesquelles on a planché dans ce groupe de travail. Pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être essayé de vous rouer à l'exercice d'écrire des recommandations, c'est à peu près la pire des choses qu'il faille écrire, n'est-ce pas Frédéric? Et donc, ici, on va essayer de discuter de ces recommandations et d'en voir l'applicabilité, puisque nous avons quand même à peu près réussi ce que j'appellerais le crash test, c'est-à-dire la table ronde précédente, que l'on remercie de nous avoir rassurés sur le fait que potentiellement, on pourra avoir des utilisations. Et merci beaucoup à ceux qui étaient intervenus dans cette précédente table ronde et qui nous ont rassurés sur le fait qu'on pourra donner vie, comme je l'espérais à la fin de la première intervention, à ces travaux qui ont mobilisé, comme vous l'avez compris, de nombreuses personnes et dont on espère qu'ils vont vivre. Donc, une fois cette introduction stratosphérique effectuée, je vais tout simplement proposer effectivement que les uns et les autres nous rassurent maintenant sur le devenir et en particulier sur ces recommandations qui sont disponibles dans la synthèse et sur la base de laquelle vous pouvez peut-être regarder ce que nous avons essayé de faire avec Benoît et toute l'équipe en matière de recommandations. Alors, il y a des éléments qui sont du retour d'expérience au concret, au quotidien, que l'on a cherché à partager, parce que d'autres chefs de projet, par la suite, seront amenés, eux aussi, finalement, à faire l'expérience de la mise en place de ces méthodes. Il y a de vraies recommandations, il y en a relativement peu. Et puis, il y a toute une partie qui est nécessairement en lien avec notre goût prononcé pour la recherche, et donc des préconisations qui auront vocation justement à identifier, c'est ce qu'on aura fait dans ce groupe de travail, un certain nombre d'espaces qu'il faut investiguer du point de vue de la recherche et qui ouvrent un petit peu la voie sur la recherche. Donc, on va essayer de s'organiser. Je crois que je suis supposée, me semble-t-il, demander à Luc et Jérôme comment ils perçoivent le type d'approche que nous avons retenu et en particulier les applications que nous avons retenues. Donc, dans l'ordre qu'ils le souhaitent, on a un petit peu de temps sur cette question de, globalement, votre retour d'expérience sur la méthode qu'on a adoptée, à savoir des études de cas. Et donc, je vous passe la parole. Et je crois que Luc était supposé répondre en premier. Moi, je ne vais pas dire que c'est pas bien, sinon c'est mal parti. Non, c'est ça, je suis encadré. Non, mais moi, je suis extrêmement favorable, et bon, ça fait l'objet de discussions. Non. Je suis très favorable à ce type d'approche, et je vais juste vous donner les principaux arguments qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est que je pense que l'évaluation socio-économique, par expérience, finalement, elle se fait dans le concret. C'est qu'il n'y a pas de cas général. On se trouve en fait chaque fois devant des éléments complexes à régler. Alors bien sûr, il faut avoir une vision d'ensemble, il faut avoir des principes, il faut avoir de la théorie. Mais en fait, très sincèrement, on bricole aussi. Et il faut bricoler de manière intelligente. Ce qui me vient à l'esprit, si vous voulez, c'est la différence. Alors, Blaise Pascal opposait pas l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, mais je pense qu'il faut beaucoup de finesse dans l'évaluation socio-économique, beaucoup de finesse. Et donc, je pense qu'il y a un savoir-faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas simplement une question académique, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des interfaces permanentes entre le monde de la recherche et les évaluateurs, et puis les décideurs aussi, parce que je pense qu'il y a des éléments pédagogiques extrêmement importants. Juste un point...
alors Émile est là où il pourrait évoquer tout ce passé, mais il y a un exemple qui vient immédiatement à l'esprit. On avait avec le groupe Boiteux, donc c'était le premier groupe Boiteux, donc dans 1994, donc ça remonte loin. Et puis il y avait la Boiteux 2, comme on dit, donc au début des années 2000. Et en fait, on avait un travail sur le bruit. Et là, on avait des collègues qui avaient sorti des papiers très intéressants à l'époque, en tout cas sur l'interaction entre le bruit et l'impact sur le prix du foncier. Et donc, dans le rapport, on était très contents parce qu'on avait une super étude qui était validée, etc. Le problème, c'est qu'on se retrouvait ensuite avec des résultats qu'on ne pouvait pas, de fait, appliquer dans les évaluations concrètes. Donc, on avait un résultat intéressant, mais qui n'était pas construit pour pouvoir justement alimenter des évaluations avec les données qu'on a et avec, je ne vais pas rentrer dans ces éléments de transport, ça nous amènerait trop loin. Mais, donc, je pense qu'il faut éviter ce syndrome d'avoir une évaluation qui est faite un peu hors sol et qui, du coup, est intéressante. On pourra peut-être s'en servir, mais en fait, on verra bien qu'il y a tout un process d'appropriation pour ensuite le décliner de manière opérationnelle. Et pour pouvoir décliner de manière opérationnelle ces outils, là, il y a un savoir-faire qui est complexe, et puis il y a aussi des discussions, des controverses sur ce qu'on peut faire, pas faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que pour moi, et c'est un peu l'expérience du SGPI avec le recul aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut accepter de se lancer des défis. On s'est lancé vraiment, alors il y a Julie qui est là, elle pourra en parler sur les prisons, on a évoqué ce matin les ORCOD à Clichy-sous-Bois, mais il y a eu d'autres opérations très, très complexes, et il a fallu que les évaluateurs, d'une part, mais aussi les contre-experts, acceptent de se lancer dans des exercices que moi je disais, enfin c'était en interne, que c'était des exercices héroïques. Mais il faut avoir la pugnacité, il faut avoir la volonté de s'engager. Et je pense qu'il n'y a pas d'innovation. Si on ne veut pas prendre de risques, il n'y a pas d'innovation possible. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième argument. Le troisième argument, je pense, qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur la santé. Et c'est comme le CO2. C'est-à-dire que l'intérêt de ce travail qui a été fait, c'est de montrer que des préoccupations de politique de santé générale doivent se décliner, et il faut trouver les moyens pour les décliner systématiquement. Dans certains cas, c'est pertinent, dans d'autres, ça ne l'est pas, mais il faut pouvoir les décliner de manière systématique dans les études, et que je trouve que le fait d'avoir procédé justement par des cas particuliers, ça montre que le cadre général que tu as rappelé, Benoît, il se décline plus ou moins facilement et plus ou moins de manière heureuse, enfin peu importe. Mais en tout cas, il aurait été dommage que le rapport se limite sur cette phase générale sans s'inquiéter de savoir comment ça peut être décliné. Donc ça, c'est vraiment le troisième point. Et puis sur le quatrième point, je voudrais vraiment, et puis ça me permet aussi de remercier tous les gens que j'ai pu rencontrer ces années, c'est que le calcul économique, il s'appuie aussi sur la passion des porteurs de projets. Je pense que l'évaluation socio-économique, elle est aussi... J'ai souvent eu du mal à expliquer ça aux porteurs de projets qui voyaient l'évaluation socio-économique comme une forme de censure ou comme des gens qui empêchaient le projet. En fait, l'évaluation socio-économique, elle est là pour aider le porteur de projet à valoriser les raisons pour lesquelles il se bat pour le projet. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, et ça mérite en fait qu'on développe les outils justement en cohérence avec les porteurs de projets. Alors évidemment, on co-construit pas l'évaluation. Il y a un moment, il y a une évaluation et puis elle peut être challengée. Mais je pense qu'il y a quand même une partie qui est très... Moi, quelque part, j'ai envie de faire confiance aux gens qui me disent que leur projet est intéressant, et ce qu'on leur dit, c'est trouver les moyens d'objectiver les raisons pour lesquelles votre projet est intéressant. Et plus vous le ferez, plus ça sera facile pour vous dans des négociations, dans des compromis, dans des contentieux, de montrer qu'il y a un intérêt. Et voilà. Donc ça, c'était mon quatrième point. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Luc. De toute façon, on aura l'occasion de revenir. C'est une table ronde qui revient, comme le disait aussi Vincent précédemment. Je te passe la parole, Jérôme. Oui, merci Lise. Bien, Luc, tu as dit beaucoup de choses que je partage, donc je vais pas les répéter. Moi, j'aurais juste 2 points peut-être pour compléter ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que à la lecture parce que moi, je suis complètement extérieur, complètement extérieur au projet, c'est un point important. Donc, à la lecture du rapport et puis du résumé, de la synthèse qui a été faite, la première réflexion qui m'est venue, c'est
c'était tellement évident, et c'est évidemment une qualité, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant. Voilà, pourquoi on a 2021 pour 2. Merci. Je ne veux pas me vieillir. 2022, oui. Pourquoi ces questions de morbidité, puisque c'est l'essentiel de l'apport du projet, n'ont pas été intégrées avant. Donc, c'est peut-être un objet de discussion d'ailleurs sur l'histoire du calcul économique en France. Pourquoi ça a tant tardé? Je pense que c'est une question qui est pas inintéressante et qui révélerait sans doute certains éléments structurants de l'organisation, on va dire, du microcosme autour du calcul économique en France. Donc ça c'est le premier point, je trouve, voilà, et bon, il fallait le faire, ça a été fait, et j'étais impressionné tout à l'heure par voir qu'il y a déjà des premières applications. Donc ça, j'ai été saisi par ça aussi, je le savais pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je prolonge ce que disait Luc à l'instant, pour moi, j'ai pas tout à fait la même expérience que Luc, même de très loin. Pour moi, dans ma conception, c'est un objet d'échange. Voilà, ce type de travaux, c'est un objet d'échange avec les décideurs, les porteurs de projets, les méthodologistes. C'est un lieu d'échange. Et donc, ce lieu d'échange, il est permis simplement s'il y a une suffisante transparence et accessibilité à la fois aux données, aux méthodes, aux a priori, aux hypothèses. Donc ça, c'est fondamental. Et je pense que voilà, une évaluation socio-économique, c'est fait pour échanger. C'est fait pour échanger et éventuellement pour décider si c'est le cas. Et donc là, je trouve que dans le rapport, tout est mis sur la table de manière très très claire, très limpide, alors que le sujet est pas évident. Et je trouve que c'est très facile à lire. Bien sûr, il y a des choix méthodologiques très forts qui ont été faits, qui peuvent être discutés, et on va en discuter, je pense, tout à l'heure, mais ils sont sur la table. On discutera de leur pertinence éventuellement tout à l'heure, mais voilà, c'est un très bel objet. Moi, j'ai vraiment été impressionné par la clarté, la clarté sans simplifier à outrance les sujets qui sont tous très complexes. J'ai beaucoup apprécié la clarté et la transparence des choix méthodologiques qui ont été faits. Oui, justement, donc en revenant sur la question des méthodes, Karine, quel regard vous portez sur un peu ce qui a été fait dans le rapport et par rapport aux recommandations qui sont faites? Merci Benoît, merci Lise pour l'introduction. J'en profite pour vous remercier d'abord pour l'invitation à participer à cette table ronde. Et je félicite aussi les équipes, les experts, les organisateurs et les rapportrices, que je mettrai volontiers au féminin, des groupes de travail. Donc moi aussi, je suis assez extérieure, comme Jérôme, au travail qui a été mené. J'ai simplement suivi une ou deux réunions du groupe transversal et puis j'ai relu le rapport puisqu'on me l'a demandé avec un certain nombre de commentaires que j'ai transmis avec mes collègues, notamment ici présents à l'ANSES. Alors pour répondre à la question de Benoît, je dirais que, alors sans faire une revue, on m'a pas demandé d'être reviewer du rapport, j'ai déjà, comme je l'ai dit, transmis un certain nombre de mes commentaires, mais je dirais que globalement, je trouve que le groupe de travail a fait un effort notable d'explicitation des hypothèses et de transparence et de robustesse pour assurer une certaine qualité des résultats. Des choix méthodologiques, certes, ont été faits. Ça, c'est de toute façon toujours le cas quand on fait une évaluation socio-économique et c'est pas un problème en soi. La difficulté et l'important, c'est d'être transparent sur les choix qui sont faits. Alors, très rapidement, puisque tout est très minuté, je dirais que, d'une part, il y a eu un recours clair à des sources de données bien reconnues au niveau national et international. Il y a eu un recours à des méta-analyses lorsqu'elles existaient, puisque ça n'a pas été le cas pour tous les sujets d'application, notamment les valeurs tutélaires, je dirais classiques de référence, notamment en matière de mortalité, ont été utilisées. Voilà, ça c'est des choses plutôt classiques, mais qui méritent quand même d'être soulignées, puisque le rapport s'est tenu à les utiliser, à les valoriser, et il les a également, lorsque c'était nécessaire, ajustés à l'inflation, parce que certaines commencent à être un peu anciennes, et c'est en soi une chose que je trouve positive. Également, les taux d'actualisation, je dirais classiques, ont été
ont été utilisées. Alors, je reviens un petit peu sur les hypothèses qui ont été faites, alors sans rentrer dans le détail, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais sur les hypothèses qui ont été très bien explicitées, je trouve que, voilà, je voudrais partager avec vous peut-être deux points deux points de méthode qui m'ont interpellée positivement et qui ont attiré mon attention, et puis peut-être 2 points plus de vigilance que j'avais partagé déjà lors de mes commentaires écrits. Alors, un premier point qui m'a positivement interpellée, c'est le fait que le groupe s'est attaché à intégrer un certain nombre d'impacts moins tangibles dans le sens justement des effets de santé et pas des effets sanitaires, avec les impacts liés aux impacts, je dirais, liés à la santé mentale, la santé psychique, qui sont moins intuitifs, moins faciles, même si les autres ne sont pas si faciles non plus à évaluer, mais moins intuitifs et moins faciles à évaluer de manière générale, notamment avec la prise en compte de la gêne dans le bruit de chantier, ou aussi le trauma lié aux inondations. Et c'est vrai qu'à l'ANSES, on essaye de développer cette prise en compte de la santé psychique, des impacts en santé mentale, qui ne sont pas si récentes, mais néanmoins qui méthodologiquement nécessitent des efforts supplémentaires par rapport aux effets, je dirais, plus physiques des effets sanitaires. Donc bravo pour cet effort. Ensuite, un deuxième point qui m'a particulièrement intéressée est lié à l'attention particulière que le groupe a portée à intégrer la durée de la pathologie dans le calcul. Ça a été dit notamment par Benoît tout à l'heure, par une approche par l'incidence. Et ça m'a interpellée parce qu'une approche alternative aurait pu être d'utiliser des données de prévalence pour rapporter le calcul du coût sur une année. C'est quand même quelque chose qui se fait assez souvent. Mais il est vrai que dans ce cas-là, dans ce second cas, l'approche par la prévalence n'aurait pas pu utiliser la durée de la pathologie comme un paramètre d'ajustement du coût qui, lui, pour le coup, a été inscrit dans sa temporalité. Et j'ai trouvé ça intéressant, même si peut-être j'aurais aimé que dans le rapport, il y ait un peu plus de mise en perspective méthodologique sur ces deux approches. Ensuite, donc, mes 2 points de vigilance, les 2 points de vigilance que je voulais rapporter. Donc, le premier, qui est un peu technique et un peu du détail, mais néanmoins, de par ma pratique, pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le cadre des substances chimiques et des analyses économiques dans le cadre des substances chimiques et du règlement REACH. Donc, c'est vrai que tout de suite, ça m'interpelle. Dans les coûts indirects de perte de production, le groupe de travail, il le reconnaît d'ailleurs dans le rapport, a fait le choix d'approcher ce coût par les indemnités journalières de l'assurance maladie. C'est explicitement dit, c'est explicitement reconnu que c'est très minorant. Et néanmoins, je trouve qu'une analyse de sensibilité aurait pu être faite sur ce paramètre qui est très minorant, notamment en le mettant en perspective avec des alternatives, sur l'approche, par exemple, du capital humain qui est pratiquée par d'autres instances, notamment européennes. Je pense à l'Agence européenne des produits chimiques, au hasard, l'ECHA, qui utilise en alternative l'approche par le capital humain et donc le taux de salaire journalier alternativement à cet indicateur des indemnités journalières. Et voilà, il est indiqué dans le rapport que faute de temps, ça n'a pas été fait, mais je suis restée un peu sur ma faim et j'aurais trouvé ça intéressant de voir comment les résultats auraient pu être impactés. Et enfin, sur ces points de vigilance, parmi les 4 domaines d'application, celui qui m'a le plus posé question, mais c'est peut-être plus une question de forme que de fond, c'est celui sur la rénovation énergétique et notamment l'inconfort thermique et les impacts en santé liés à ces questions de température basse dans les logements. Il y a plusieurs hypothèses qui m'ont interpellée, notamment le fait d'inclure les maladies cardiovasculaires. Alors, ce n'est pas le fait de les inclure, c'est le fait de monétariser les effets de santé liés à ces maladies cardiovasculaires, liés uniquement à cette causalité des températures basses. Alors, il est dit très clairement dans le rapport que l'étude du HHSRS anglaise a été l'une des principales, même si adaptée par EDF. Je vous regarde, Madame Mesrati, parce que vous avez participé à ce travail. Même si appliquée par EDF, adaptée par EDF, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'explicitation parce que du coup, ça m'a semblé assez à l'emporte-pièce, si vous pouvez me pardonner cette expression, notamment cette probabilité de survenue des événements de santé de 1/18e qui m'a paru très élevée. Après, je n'ai pas, en toute humilité,
regarder plus loin que ça, et je n'ai pas mis les mains dans les études qui sous-tendent l'étude anglaise en question. Hein. Donc c'est simplement, voilà, j'ai trouvé en tout cas que dans le rapport, c'était assez peu explicité pourquoi on mettait autant de poids sur ces études, sur cette étude en l'occurrence, et comment cette probabilité de 1/18e pouvait être modulée. Même si j'ai bien compris que si on avait plus de données de revenus, on pouvait moduler cette probabilité de manière plus précise. Voilà, encore une fois, c'est peut-être plus une question de forme que de fond. Enfin, je conclurai sur le reflet des incertitudes, qui est vraiment je dirais la pierre angulaire de toute évaluation et qui est fondamentale dans toute évaluation. Alors, le rapport s'est attaché à faire des analyses de sensibilité, certes pas sur tous les paramètres, mais les choses ont quand même été faites. Il y a des présentations de résultats sous forme d'intervalle, et j'ai trouvé que voilà, ça paraît assez trivial de le dire, mais toutes les évaluations ne prennent pas le temps de faire ça, et c'est évidemment pour moi incontournable de le faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Et juste pour reprendre l'expression de Luc que j'ai beaucoup aimé, que j'ai écrit sur mon papier, je trouve que globalement, le GT s'est attaché à bricoler avec beaucoup d'intelligence. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Merci beaucoup, Karine. On ne reprendra pas ces débats méthodologiques parce que l'objectif de la table ronde, c'est bien sûr d'évoquer les questions de méthode, mais aussi et surtout en fait, de parler des usages possibles et en particulier la possibilité d'une appropriation dans le présent des méthodes qui ont déjà été présentées. Et du coup, je voudrais demander cette fois à Julie et à Luc s'ils peuvent répondre à cette question impossible qui est de savoir si éventuellement, s'ils devaient refaire les études qu'ils ont déjà faites, ils auraient fait les choses différemment, sur la base en fait des travaux qu'on a menés. Et peut-être Julie en premier. Alors, je ne sais pas si on est des héros, pour reprendre tes termes, Luc. On est sûrement beaucoup plus des bricoleurs. En tout cas, on aime bien se lancer des défis. Donc, effectivement, dans un certain nombre d'évaluations, on a tenté d'approcher des effets de santé avant que le groupe de travail ne se plonge dans ce grand défi aussi. Donc, est-ce qu'on aurait fait les choses différemment ? Oui. On aurait certainement été beaucoup plus rassuré sur les effets qu'on a tenté de prendre en compte. On aurait sûrement été beaucoup plus rapide et probablement qu'on aurait trouvé des résultats beaucoup moins conservateurs. Donc on a vraiment fait souvent ceinture et bretelles pour être sûr de ne pas pencher du côté du biais d'optimisme, parce que je crois que la pire insulte qu'on puisse nous faire, c'est de faire de l'impact washing. Donc pour ne pas faire d'impact washing, on fait des hypothèses hyper conservatrices. Et je crois que l'exemple le plus frappant, et j'ai essayé de sélectionner un exemple par cas d'application. L'exemple le plus saisissant, c'est une mission qu'on a faite pour Enalia, qui est un opérateur qui propose de la rénovation énergétique pour des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels, et qui nous a demandé de tenter de chiffrer le coût de l'inaction en matière de rénovation énergétique des bâtiments, de ces trois grands secteurs. Et donc, bien sûr, on a tenté de chiffrer des économies d'énergie, des économies de CO2, de la productivité, etc., etc. Et on a essayé d'approcher les effets de santé. On a, bien entendu, identifié les travaux de Madame Ezrati, que je suis très contente de voir en vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, on manquait de détails sur ces résultats-là. Donc là, vraiment, on avait été extrêmement conservateur. On avait vraiment appliqué les effets de santé uniquement aux ménages précaires qui étaient en situation de sous-chauffage avant les travaux de rénovation énergétique. On avait été aussi conservateur parce qu'on ne ramenait qu'à une étiquette C et D de mémoire. Bref, dans le groupe de travail, je crois que vous avez estimé à 10 milliards d'euros les gains en santé annuels liés à la rénovation énergétique, là où nous, on avait modestement estimé ça à 100 millions. Donc vous voyez, on est sur un ratio de 1 à 100. Là, je crois que c'est ce qu'il y a de plus saisissant en matière de conservatisme. Sur une autre application qui concerne l'activité physique et les infrastructures sportives, on en a régulièrement parce que, notamment, on est les évaluateurs des victoires de l'investissement local. Donc c'est un prix
qui est organisé tous les ans par la Fédération nationale des travaux publics, qui cherche à mettre à l'honneur des collectivités pour des investissements vertueux lancés par ces mêmes collectivités. Et donc régulièrement, on est amené à évaluer des dossiers dans lesquels il y a des infrasportives ou des parcs, etc. Et donc jusqu'ici, les effets que l'on valorise sont surtout valorisés via des consentements à payer ou via des prix hédoniques. Bon, demain, pour la prochaine édition, clairement, on prendra aussi les effets de santé. De la même façon, sur les inondations, jusqu'ici, les effets que l'on prend en compte sont plutôt des coûts de dommages matériels assurables, ainsi que des coûts liés à des pertes de vie humaines ou à des accidents. Voilà, donc demain, on prendra aussi en compte des effets, des coûts psychologiques. Donc plutôt des résultats qui seraient bien supérieurs ou bien supérieurs à ceux que l'on trouve actuellement. Je serais peut-être un petit peu plus modérée sur l'application bruit. Parce que on quantifie, enfin on estime et on monétarise les effets du bruit, les effets de chantier, en estimant des densités de population, des cercles concentriques et des décibels au-delà des cercles du foyer de bruit, et on tombe sur des valeurs tout à fait similaires à celles qui ont été déterminées dans votre groupe de travail. Ça nous demande souvent beaucoup de travail et alors certes, il n'y a pas de cas général, mais c'est souvent vraiment epsilonesque dans une valeur actualisée nette. Donc on continuera à prendre en compte cet effet-là, mais voilà, pour nous, c'est peut-être pas l'effet le plus sensible en termes d'effet de santé. Donc conclusion, oui, on va mobiliser les travaux, oui, on sera rassuré dans notre manière de faire et vraisemblablement qu'on aura des résultats plus élevés. Merci Julie pour ces 4 illustrations qui sont vraiment très parlantes. Et Luc, peut-être tu nous parles de sécurité routière ou peut-être d'incendie. Oui, ou autre chose. Pourquoi pas sécurité routière? Non, mais la valeur statistique de la vie humaine, pour pas faire, je pense qu'ici beaucoup connaissent cette histoire, voilà, qui remonte dans les années 70. Il faut avoir à l'esprit qu'il y avait 16 000 morts par an sur les routes. Hein. Donc aujourd'hui, ça paraît un chiffre assez étonnant, et quand on le rapporte en plus au trafic, on se dit qu'on était vraiment dans une situation où la collectivité acceptait un nombre de morts assez incroyable. Et c'est vrai qu'on avait eu une discussion avec Marcel Boiteux dans le groupe sur le problème de la morbidité. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une focalisation sur, on l'a dit, tu l'as dit ce matin, Benoît, donc sur le nombre de morts. Tu disais que c'était facile à apprécier. Voilà, c'est oui, non, ça se compte. Et en fait, c'est vrai que techniquement, très concrètement, quand on abordait les blessés graves et les blessés légers, qui sont dans la nomenclature voilà, des données dont on dispose, la question c'était de dire, bah voilà, la première colonne, on sait l'évaluer, c'est les décès, donc voilà, c'était une valeur assez faible à l'époque. Et puis ensuite, il y avait les blessés graves et les blessés légers. Et là, on avait un pourcentage. Alors, Émile pourra me corriger. Je crois que c'était 15% et 2%. Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Et moi, je m'étais dit, mais c'est pas possible que, notamment sur les blessés graves, quand on connaît, et je pense les uns et les autres ont peut-être eu des expériences proches. Enfin, c'est des drames absolus. On a des fois des familles qui se retrouvent dans des situations compliquées, alors les familles, mais aussi la collectivité, et on se rend bien compte qu'il y avait un problème de connexion entre une variable de la statistique de la vie humaine qui était de fait assez faible, et puis des valeurs associées à des cas de blessés graves qui semblaient complètement décalées par rapport à ce qu'on a dans les tribunaux en termes d'indemnité, ou ce que les assureurs pouvaient aussi nous dire. Et on se dit, mais là, il y a quand même un problème. Il faut qu'on arrive à traiter ça. Et à l'époque, Marcel Boiteux m'avait dit, il faudrait qu'on puisse faire des études sur la capacité à payer pour éviter ce type de situation. Et on aurait peut-être alors là des valeurs qui ouvriraient un champ. Et en fait, ça, c'était déjà dans ces questions. Moi, je les ai traitées avec Émile. C'était au rapport Boiteux en 2000, et puis ensuite, on les avait reprises au moment de la révision de ces valeurs avec le groupe présidé par Émile Quinet. Et c'est vrai qu'on est resté finalement quelque part sur ces pourcentages. Alors j'avais fait appel finalement à toi
de dire est-ce qu'on ne peut pas aller chercher finalement à la HAS avec le Quali, avec des éléments en fait que vous savez traiter, et de se dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pouvoir réinjecter ça. Et alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire, tu m'as entraîné un peu loin avec ce sujet, mais c'est pour dire que finalement, dans ce rapport, je trouve qu'on ouvre le jeu de manière plus significative que ce qu'on avait fait dans le rapport Quinet, et qu'il y a un espace qu'il faut creuser. Après, il y a aussi un problème de cohérence. Tu évoquais la valeur du Quali qui est assez élevée. Seulement cette valeur du Quali, on sait comment on l'a fabriquée et elle est quand même cohérente avec la valeur statistique de la vie humaine. Le problème, c'est qu'ensuite, si on commence à avoir des référentiels sur lesquels on n'arrive pas à boucler de manière globale, sur le fond, ça peut poser problème. En tout cas, moi, j'ai trouvé que je me suis réjoui de cette réflexion. Je pense que on y reviendra peut-être sur Quali Dali avec la salle. Et je t'ai donné mon avis. Je pense qu'il faut aller vers l'opérationnel, et ce qui est pratique, c'est l'option que vous avez prise. Et alors après, il faudra qu'on s'accorde aussi avec la HAS et puis le milieu des économistes de la santé. Ils ne seront peut-être pas d'accord, mais en tout cas, on voit bien que là, on a un outil qui est facile à utiliser. En tout cas, il est utilisé et je pense qu'il y a encore un moment. C'est un point que je voulais vraiment souligner, que j'ai dit tout à l'heure, mais je redis, je pense que le calcul économique, il doit rester simple pour les évaluateurs, il doit rester compréhensible, et donc le fait d'avoir un cadre facile d'accès et mis à jour par un opérateur unique et qui permet de couvrir un vaste champ de problématiques, je pense que c'est peut-être pas un argument scientifique, mais c'est un argument en tout cas qui mérite, qui a toute sa place. Juste peut-être un point, une étude sur lequel je voulais vous dire, alors je pense que sur les chantiers, mais Sylvie pourra conforter, je trouve scandaleux, je vous le dis très clairement, que dans les évaluations de transport, on n'ait toujours pas une prise en compte réelle du coût des travaux, qui dans certains cas peuvent s'échelonner pendant plusieurs années. On met des quartiers entiers sans dessus dessous, des écoles, les flux de trafic, l'organisation, et tout ça passe tout simplement, ça compte pas. Voilà. Alors, le problème n'est pas d'abîmer la vanne. La question, c'est est-ce que le porteur de projet intègre dans les différentes options possibles celles qui permettent justement de minimiser le coût des chantiers. Si on n'en parle jamais, c'est sûr que comme les protections sur le chantier, c'est que des coûts, c'est sûr qu'on fera à minima. Enfin, c'est mon point de vue. Et je pense que là-dessus, on avait parlé avec Émile à plusieurs reprises, je pense qu'il faudrait vraiment que ces questions de bruit, alors c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que la gêne, c'est compliqué à appréhender, mais enfin, je veux dire, derrière la gêne, il y a quand même des choses assez concrètes, et je pense que là, ça mérite, en tout cas, je pense que ce chapitre-là ouvre des portes, et c'est très bien. Et puis, dernier point, il faut quand même que je parle de l'université. Moi, j'ai beaucoup été intéressé dans le travail avec les directions immobilières, et notamment celle du Mesri sur les campus universitaires. Il est très clair qu'au jour d'aujourd'hui, il faut pouvoir traiter la question de la qualité de vie sur les campus. Je pense à la question de l'alimentation, je pense à la question du logement. Donc en fait, quand vous avez des étudiants qui passent plus de temps dans les transports qu'en amphi, ça pose quand même un problème. Quand en plus le Crous met à disposition des espaces qui sont totalement sous-dimensionnés par rapport aux étudiants, ça veut dire très concrètement que les étudiants, soit ils vont manger à l'extérieur et ça leur coûte une fortune, ou alors ils ne mangent pas, ou alors ils ratent les cours parce qu'en gros, ils font la queue pour s'alimenter. Et donc je pense que c'est un exemple. Mais je pense que sur la question de la qualité de l'alimentation, sur la question de la pratique sportive, etc., quand vous avez des campus qui sont en plein centre-ville, comment tout ça est géré? Et très, très clairement, on nous dit, mais il y a le Crous d'un côté, il y a l'université de l'autre, et en fait, on a eu l'occasion sur l'université de Nantes, par exemple, d'avoir ce débat. Il y avait un décalage complet dans le timing des projets, et je pense que si l'évaluation avait intégré ces dimensions-là, je pense qu'on aurait pu alerter les pouvoirs publics sur le fait, en tout cas, sur la mairie ou la métropole, qu'il y avait quand même des enjeux à avoir de la concertation un peu plus optimisée entre les différents acteurs, parce que, in fine, le coût est porté par les étudiants. Il faut quand même en parler. Merci, Luc. Juste pour rebondir sur le propos de Julie, vous dites que ça aurait changé un petit peu vos pratiques. Au-delà des cas d'espèces qui ont été traités dans le rapport, comment on fait pour que les gens s'approprient ce genre de méthode sur des applications un peu différentes, ou voilà, comment on facilite finalement l'appropriation du rapport?
Merci pour la question qui m'a donné à réfléchir, parce que donc j'avais eu la question avant, pour ne rien vous cacher. Et je me suis demandé pourquoi on me la pose, cette question. Et du coup, je vais faire un tout petit détour, si vous voulez bien. Je pense qu'on se pose la question de l'appropriation de ce guide et puis des méthodes généralement parce qu'on a envie que les porteurs de projets fassent de l'évaluation socio-économique, parce qu'on a envie, ou parce qu'on croit, quand je dis on, c'est je crois à peu près tout le monde ici dans la salle, on croit beaucoup en les vertus de l'évaluation socio-économique parce que ça permet des décisions d'investissement et des pilotages des opérations avec une boussole un peu différente. Donc on passe d'une boussole budgétaire ou financière à une boussole socio-économique, ou pour le dire dans des termes plus à la mode, la boussole du bien commun. Donc ça, je crois qu'on y croit tous beaucoup ici réunis dans cette salle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ma connaissance du marché de l'évaluation socio-économique, si on peut l'appeler comme ça, m'invite à partager avec vous ce que je crois être une bonne nouvelle. C'est que l'évaluation socio-économique, c'est plus réservé à un microcosme. Ce n'est pas uniquement des investissements publics de l'État pour lesquels il y a une obligation réglementaire de faire de l'ESE. Et c'est un peu d'ailleurs pour ça que j'ai fait exprès de choisir des exemples tout à l'heure hors investissement public. On a beaucoup de demandes d'évaluation socio-économique de la part d'acteurs privés, des privés traditionnels, des délégataires privés de services publics, mais aussi des acteurs privés du monde de la banque et de la finance d'impact qui ont très envie de valoriser les impacts socio-économiques des investissements quand ce sont des fonds à impact par exemple, mais aussi des entreprises privées du secteur de l'économie sociale et solidaire qui ont besoin de faire la preuve de leur impact et qui du coup sont évangélisés, je crois on peut utiliser ce terme-là, à l'évaluation socio-économique, à la monétarisation, c'est plus un gros mot. Et donc tous ces gens-là, alors tous non, mais une partie de cette population, donc en dehors de notre microcosme, pratique la méthode de l'évaluation socio-économique, et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Alors ils ne l'appellent pas forcément ESE, ils appellent ça SROI, pour Social Return on Investment. C'est franchement très très proche de la méthode d'évaluation socio-économique, mais ça fait plus moderne. Donc après tout, pourquoi ne pas utiliser ce terme-là? Et du coup, on peut se demander comment il se fait que finalement l'évaluation socio-éco se déploie assez bien dans notre secteur. Je crois qu'il y a pas vraiment de recette magique, même si on est vraiment bien sûr porté par une tendance. On a été porté par l'obligation réglementaire, c'est clair. On est porté aujourd'hui par toute la dynamique des entreprises à mission, etc. Donc ça, c'est un vent favorable à l'évaluation socio-économique. Mais il me semble que dans les recettes, c'est très simple, franchement, ce que je vais dire. J'ai presque un peu honte, mais il faut en parler de ce rapport, il faut le lire bien sûr. Et quand on en parle, je pense qu'il y a un bon mix à trouver entre montrer que ce sont à la fois des méthodes expertes et accessibles, donc expertes pour rassurer et accessibles pour embarquer. Donc il faut en parler, il faut aussi, je pense, beaucoup écrire, communiquer à l'écrit sur ce rapport-là, écrit avec aussi des illustrations. Moi, que j'utilise beaucoup, je transmets beaucoup la synthèse qui avait été faite à l'époque par le groupe de travail sur l'évaluation de la valeur de l'action pour le climat, où il y a des images. Ça peut paraître bête, mais franchement c'est très utile, et donc j'invite le groupe de travail à faire ça pour les effets de santé. Et également, je rejoins une recommandation qui a été adressée ce matin par Dominique Bureau. Au-delà des fiches outils qui sont un peu une approche top-down, il me semble que des études de cas sont franchement très utiles. C'est assez séduisant. On peut montrer des choses simplement, sans faire de raccourcis, juste en mettant en évidence les principaux résultats. Nous, quand on montre ça, honnêtement, nos interlocuteurs sont assez rapidement séduits par la méthode. Ça rassure, c'est assez convaincant. Donc voilà, je crois que s'il y avait des efforts à faire, ce serait dans la communication autour de ce rapport, et puis dans la communication d'exemples très concrets. Et on voit qu'il y en a déjà, donc allons-y. Alors, on a parlé un peu de méthode, on a parlé de choix méthodologiques qui avaient été un peu fort tranché, mais bien explicité, donc si je comprends bien. On a aussi parlé un tout petit peu finalement d'études de référence un peu particulières, notamment l'étude anglaise sur la rénovation énergétique.
Jérôme, Luc, comment vous... Karine, Jérôme, excusez-moi, comment vous voyez un petit peu la suite sur les méthodes? Comment on fait évoluer ces méthodes? Comment tout ça bouge? Merci, alors je commence. Comment tout cela bouge? Eh bien, alors j'ai oublié de préciser que tout à l'heure dans mon intervention, que bien entendu, le rapport sera aussi une des sources d'inspiration pour les travaux de l'ANSES sur l'analyse socio-économique. Nous, on appelle ça l'analyse socio-économique, mais c'est la même chose que l'évaluation socio-économique. Alors, comment tout cela bouge et les perspectives pour le futur? Moi, je dirais que je focaliserai mon propos essentiellement sur les valeurs tutélaires à nouveau et les valeurs de référence, puisque on les appelle tutélaires, on les appelle de référence, mais elles finissent aussi par vieillir, comme nous tous. Et donc, la question de leur mise à jour se pose également. Et donc, alors, mettre à jour une valeur de référence, ça se fait pas du jour au lendemain, ça mobilise beaucoup d'équipes, beaucoup de temps, et c'est aussi coûteux. Alors, il est vrai que il me semble essentiel de les mettre à jour, pas uniquement pour les actualiser à l'inflation par l'intégration de la parité de pouvoir d'achat, mais aussi avec peut-être un affinement de leur construction, avec l'intégration de paramètres peut-être relatifs à l'âge. On en a parlé plusieurs fois déjà tout à l'heure, notamment dans le propos de Benoît. Relative à l'âge, aux situations de risque, aux particularités de certaines populations desquelles on parle. Parce que c'est vrai que les valeurs tutélaires, on l'applique finalement, quel que soit, je parle par exemple de la valeur de la vie statistique, on l'applique quel que soit l'âge et les situations de la population. Et c'est quand même assez grossier, même si ça reste des outils très, très intéressants. Et donc, peut-être qu'il y a un effort de recherche à mener, je dirais, voilà, de le mener vers une mise à jour de ces valeurs, mais en gardant à l'idée d'un affinement, avec l'introduction de paramètres plus sensibles, pour permettre une certaine modularité de leurs valeurs. Alors du coup, on pourrait imaginer qu'on aurait non pas une valeur, par exemple de la valeur de la vie statistique, mais un panier de valeurs dans lesquelles on pourrait piocher selon la situation à laquelle on s'intéresse. Alors évidemment, il faut des moyens adéquats pour lancer ces recherches, puisque, encore une fois, c'est quelque chose de coûteux à construire comme indicateur. Par ailleurs, dans le rapport, il est plusieurs fois mentionné des travaux récents, comme ceux de Théard et Hall, ou aussi de Herrera Araujo, donc qui date de 2020, et d'autres, qui bousculent un peu les pratiques et les habitudes d'utilisation de ces valeurs tutélaires. Alors pas que de la valeur statistique de la vie humaine, mais aussi de la valeur de la vie de l'année de vie, la fameuse VAV. Et c'est vrai que ce genre de travaux, justement, bousculent les lignes et montrent la nécessité de réinterroger la manière dont ces valeurs sont estimées et utilisées. Néanmoins, je ne voudrais pas paraître trop critique sur ces valeurs tutélaires que j'utilise moi-même, qu'on utilise, nous, à l'ANSES. Et je voudrais quand même dire que même si on met de côté déjà le débat éthique, qu'on n'a pas abordé ici, c'est pas le sujet, mais le débat éthique sur la valorisation déjà de l'humain, si on met aussi de côté le fait que ça reste des proxys qui sont assez finalement réductrices de la réalité, et si on met aussi de côté le fait que selon les équipes qui les construisent, selon la région du monde où on les construit, et selon aussi différentes hypothèses qui aboutissent à ces valeurs, 3 millions et demi, telles que ajustées 2018 pour la valeur kiné, pour la valeur de la vie statistique, les valeurs peuvent grandement varier. Néanmoins, je trouve que ce sont des valeurs qui sont de puissants outils et qui restent très utiles pour ces évaluations. En tout cas, on n'a pas d'alternative aujourd'hui pour valoriser monétairement ces éléments-là. Et donc, elles restent à utiliser. Et au lieu de les abandonner, comme certains souhaiteraient le faire, je suggère vraiment de mettre des efforts de recherche pour les perfectionner, pour justement réduire leurs limites d'application dans un processus d'amélioration continue des évaluations. Un mot très très court enfin sur les DALI et les CALI qu'on a déjà abordés, mais Jérôme en parlera bien mieux que moi. Je dirais aussi qu'ils sont de puissants indicateurs sanitaires. Alors ce ne sont pas des indicateurs économiques, mais ils permettent d'aller plus loin ensuite en les appliquant à des valeurs économiques, notamment de l'année de vie, à aller vers la monétarisation. Et je pense qu'ils méritent toute notre attention, mais je les trouve encore trop limités dans la littérature pour notamment permettre de
de mesurer les pertes de qualité de vie sur des effets de santé qui peuvent être empreints d'incertitude, voire multifactoriels, tels que, et là je reviens sur les substances chimiques, excusez-moi, tels que par exemple les effets de santé liés aux perturbateurs endocriniens. Clairement, quand on parle de perturbateurs endocriniens, on sait vaguement de quoi on parle, ou plus ou moins, parce que scientifiquement, il y a aussi des difficultés à démontrer la causalité entre l'exposition et l'effet. Et du coup, dès qu'on doit être sur l'évaluation d'un DALI ou d'un CALI, on risque de faire des additions de différentes pathologies liées à ces perturbations endocriniennes. Et donc là, on va être probablement dans de la surestimation qui se répercute ensuite, évidemment, sur la surestimation du coût économique associé à cette sommation, si je puis dire, de DALI qui ne sont pas forcément appropriés. Donc un effort de recherche probablement aussi à faire sur l'évaluation de DALI appropriée donc à ces éléments-là. Jérôme, peut-être je te passe la parole sur ces éléments et peut-être d'autres. Oui, merci. Oui, je vais prolonger effectivement la discussion sur DALI, CALI. Moi, je suis comme Luc, je trouve que le choix qui a été fait de prendre les DALI était le bon choix au regard de l'objectif de l'étude et du projet. Donc là, de ce point de vue-là, je rejoins complètement Luc. Bon, après, le DALI, le problème du DALI, enfin le problème, les questions qui se posent avec le DALI, c'est que, vous savez tous, c'est une liste de maladies, on va dire, ou de situations de handicap, une très 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 longue liste. Donc à la différence du CALI, où le CALI c'est basé sur un questionnaire qui mesure plus directement la qualité de vie, donc c'est quand même pas le même instrument, voilà, il y a quand même un saut en termes d'instruments, ça c'est le premier point, on n'est pas vraiment sur la qualité de vie, on est vraiment sur une situation clinique ou une situation de handicap, ce qui est pas complètement neutre quand même. Donc ça rejoint un peu ce que disait Karine d'ailleurs sur ces questions de qualité de vie. Ça c'est le premier point. Donc il faut le rappeler quand même. Voilà, il faut commencer par le rappeler, même si je suis tout à fait d'accord avec le choix. Le deuxième point, c'est que la méthode de valorisation échappe un peu au monde académique. Alors je vais me faire un peu universitaire. C'est-à-dire que la discussion, il y en a une, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais la discussion méthodologique autour des DALI et de la valorisation des DALI n'a pas la même intensité que celle autour des CALI. Donc ça, c'est quand même une petite difficulté pour moi. Voilà, ça c'est le deuxième point sur les DALI. Le troisième point sur les DALI, c'est que la valorisation, c'est une valorisation qui ne repose pas sur des fondamentaux de la théorie économique, on va dire. C'est très, très empirique, pourquoi pas, mais il faut le rappeler aussi. Et deuxièmement, c'est une valorisation sur un panel international, enfin, en tout cas, de ce que j'en ai compris. C'est pas du tout un panel français, donc c'est vraiment un panel très international, et on comprend, puisque c'est un instrument de l'OMS, ça se justifie complètement. Mais voilà, tout ça, c'est quand même, donc puisque on parlait du futur, c'est quand même, si on veut aller vers ce type d'instruments qui ont l'avantage de reposer sur des mesures cliniques qu'on observe beaucoup plus facilement, soit directement, soit indirectement via des consommations de soins. Donc c'est ça le gros avantage du DALI, c'est qu'on peut l'observer assez vite par des données, alors que le CALI, il faut faire passer des questionnaires. Donc c'est lourd. Voilà. Donc le DALI a cet avantage-là, mais il a d'autres inconvénients, et donc ça mériterait dans l'absolu. Voilà. Dans l'absolu, ça mériterait de reprendre cet outil dans ce sens-là, de le retravailler pour la France ou pour l'Europe, de manière plus certainement plus crédible sur l'Europe. Voilà, ça c'est le premier point sur les DALI que je voulais faire. Le deuxième point, un peu méthodo, mais ça vous l'évoquez dans le projet, vous en êtes parfaitement conscient, c'est sur les questions évidemment d'inégalité. Puisque là, on applique des valeurs tutélaires ou des valeurs annualisées d'une manière complètement uniforme. Et donc là, on n'a pas évidemment la richesse du consentement à payer, où on peut avoir des consentements à payer qui sont individualisés et qu'on peut rapporter à des gradients sociaux ou à des gradients de revenus, donc aller un peu plus fin quand même dans l'impact en termes de gradient social des projets d'investissement public. Et ça peut être une limite, on l'a vu tout à l'heure dans la discussion sur les rénovations énergétiques. Évidemment, tout de suite, c'est des questions qui viennent, on va dire, mais qui finance, qui paye, quelle est la répartition du surplus? On a envie quand même immédiatement de poser ces questions-là. Et quand on fait quand on prend des DALI et qu'on applique une valeur monétaire, on écrase tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même. Il faudrait certainement, je pense, certainement aller plus loin dans cette. Il faudrait essayer de faire de ce qu'on peut faire avec des consentements à payer ou des analyses un peu plus welfaristes, essayer de récupérer cette partie-là
Voilà, mais je ne sais pas comment, hein, évidemment. Voilà, mais je pense que ça, c'est un point important. Et puis le dernier point, c'est relatif aux recommandations, ou je ne sais pas si c'est la partie recommandations sur les données de l'assurance maladie, mais là, c'est un peu un point de vigilance d'un praticien. Ce qui a été fait par l'assurance maladie, c'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Hein. Mais on aurait envie d'aller plus loin, parce qu'évidemment, c'est des grandes masses. On aurait besoin, pour appliquer ce que vous proposez, on aurait besoin d'aller plus loin. Et donc là, il faut encore une fois, je vais parler dans l'absolu, hein, il faudrait que les collaborations soient plus fortes avec le monde universitaire. Et puis, je vous fais part de mon inquiétude sur l'accessibilité des données de l'assurance maladie. Aujourd'hui, quand on est dans un laboratoire standard, ça devient absolument... comme je profite de la tribune, ça devient absolument infernal, et je connais même des collègues qui arrêtent. Voilà. J'aurais tendance peut-être à passer sur la question des usages dans le futur, parce que je crois que ce qui nous préoccupe, c'est bien sûr le caractère transposable du travail qui a été mené au-delà de ces 4 cas d'études. Et je pense que dans le temps qui nous reste, avant la discussion avec la salle, qui doit être à ce stade très attendue, je pense qu'on pourrait peut-être demander aux uns et aux autres de nous dire finalement quels sont les usages possibles dans le futur de ces travaux. On l'a en partie abordé. Je pense qu'on peut essayer d'être un petit peu synthétique sur cette dernière partie de la table ronde avant d'ouvrir vraiment plus largement la discussion avec la salle. Alors, je ne sais pas qui veut commencer peut-être sur des usages futurs. Oui, Julie. J'ai le micro, alors je me lance. Je pense qu'il y a 2 façons de comprendre la question. La première façon, c'est est-ce qu'on peut transférer à d'autres secteurs ou d'autres objets les valeurs estimées par le groupe de travail. Donc là, c'est à mon avis assez simple, rapide. Le sujet du bruit de chantier, à nouveau, dès qu'il y a un chantier, que ce soit d'infra, d'équipement, il faut l'utiliser, même si ça ne donne pas des résultats vertigineux. Le sujet de la rénovation énergétique, on a beaucoup parlé des logements résidentiels classiques. Il faut absolument l'utiliser quand on étudie des projets de logements étudiants, quand on étudie aussi des projets de prison, ce qu'on a été amené à faire. Et typiquement, l'effet sur la santé de la rénovation énergétique des prisons, à mon avis, est loin d'être négligeable. Là, on parle de projet, mais on peut aussi parler de politique publique. Et donc, justement, ces valeurs, ces effets sur la santé liés à la rénovation énergétique pourraient être amenés à guider les décisions de financement de politique publique relatives à la rénovation énergétique. Et c'est un peu la même chose d'ailleurs sur l'activité physique. Il faut, je pense, aller au-delà de la dimension projet et utiliser ce que le groupe de travail a trouvé pour guider la décision de politique publique. Donc ça, à mon avis, c'est la première façon de comprendre la question, peut-être prendre un peu plus de recul. La deuxième façon de la comprendre, c'est devrait-on transposer la démarche de groupe de travail à d'autres effets de santé ? Et je pense que la réponse est oui. Et si on regarde les grands enjeux qui attendent notre pays aujourd'hui, demain, moi j'en vois 2 gros. Enfin, il y a certainement plein d'autres, mais c'est les 2 premiers qui me sont venus en tête quand j'ai préparé ce colloque. Le premier, c'est les sujets environnementaux et le lien entre environnement et santé. Je sais que souvent on nous pose la question de la valeur socio-économique délivrée par des dispositifs qui permettraient d'atténuer des îlots de chaleur urbains. Alors, on a un très très beau papier dans la revue Nature sur justement les effets des îlots de chaleur urbains, mais je pense que ça mériterait d'être creusé spécifiquement pour les effets de santé. Mais je parle d'îlots de chaleur urbains, mais globalement toutes les atteintes à l'environnement et quelles sont les conséquences sur la santé. Je pense que c'est vraiment un sujet de prolongement hyper important. Et un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le lien entre les dispositifs qui favorisent l'autonomie des personnes âgées ou des personnes vulnérables, donc ces dispositifs, et le lien avec la santé. On a fait sur ces sujets-là une grande revue de la littérature et on trouve plein d'impacts sur des dispositifs d'aide à domicile, alors que ce soit de l'aide à domicile, mais aussi des aides techniques comme des fauteuils roulants, des lits médicalisés, des béquilles, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aides techniques. Et quelles conséquences
conséquences socio-économiques est-ce que cela a. La littérature est en fait assez riche, pas française, mais quand même assez riche. Et donc, on trouve tout un tas d'impacts, que ce soit en termes de chute de nombre d'hospitalisations, de bien-être, de répit des aidants familiaux, etc. Et donc, on peut donner des valeurs vraiment non négligeables. Et à nouveau, ça peut être un guide sur le financement de ces politiques sociales. Et le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention sur ces sujets de santé, de perte d'autonomie, de grand âge et de vulnérabilité, et un peu pour faire le lien sur un des fils rouges de la journée qui a été sur comment est-ce qu'on fait le lien entre les évaluations ex santé, les évaluations au fil de l'eau et les évaluations ex post. Je voudrais parler d'un dispositif qui s'appelle les contrats impact social. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un contrat impact social, c'est grosso modo le partenariat public-privé appliqué à l'innovation sociale. On a grosso modo un porteur de projet qui a une innovation sociale. Cette innovation sociale est financée par un financeur privé. Le financeur privé ne devient pas soudainement bénévole et donc a besoin de trouver un retour sur investissement. Son retour sur investissement, il ne va pas le trouver chez le porteur de l'innovation sociale. Donc le financeur privé, il va être remboursé de son capital avec une prime par une contrepartie publique, donc un fonds de paiement résultat, si et seulement si l'impact survient. Donc on a un contrat tripartite entre un porteur d'innovation sociale, un investisseur privé et un fonds de paiement résultat public, avec au milieu un évaluateur qui, en amont, estime l'impact vraisemblable et donc c'est hyper important au démarrage pour déterminer les impacts dont on pense qu'ils vont survenir et dans quelle ampleur. Donc ex ante on le fait. Au fil de l'eau, on évalue, puisque l'évaluateur doit dire oui ou non, est-ce que l'impact survient, et donc est-ce que oui ou non l'investisseur va être remboursé par le fonds de paiement résultat. Et à la fin de l'expérimentation, au bout de 3 ans, on fait l'évaluation ex post pour savoir si oui ou non l'expérimentation doit passer à l'échelle. Et donc en fait, je trouve que c'est un mécanisme très vertueux qui nous vient du monde anglo-saxon, ça s'appelle les Social Impact Bonds. C'est en train de prendre de l'ampleur en France. Il y a actuellement une quinzaine de contrats impact social en cours de signature. Nous, on est l'évaluateur de 6 ou 7 de ces contrats impact social. Et parmi ceux-ci, il y en a 3 qui me font quand même très fortement penser à la santé. On en a un sur les aides techniques, justement, un sur de l'accompagnement de personnes qui souffrent de troubles psychiques et l'accompagnement vers l'emploi, et un dossier sur de l'aide alimentaire. Bon, je crois qu'il faut... je vous invite vraiment tous à vous intéresser de près à ces contrats impact social, parce que, à nouveau, c'est une illustration du fait que le monde de l'économie sociale et solidaire s'intéresse à l'évaluation socio-économique et au retour sur investissement socio-économique, et en plus le fait, je pense, de façon extrêmement vertueuse, avec de l'évaluation ex ante, in itinéré et ex post, et donc plusieurs projets qui s'intéressent à des effets de santé. Donc, je pense qu'il y aura de quoi alimenter les prochains groupes de travail sur les effets de santé. Merci beaucoup, Julie. Je m'interroge sur un éventuel conflit d'intérêts de celui qui est placé en position de faire une évaluation à la fois ex ante et ex post, quand bien même ça a beaucoup de sens du point de vue du fond, mais c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir peut-être à un autre moment. Avec grand plaisir, mais qui est vraiment très intéressant à dire, effectivement. Peut-être demander à Karine qu'elle nous dise ce qui va se passer dans l'analyse socio-économique qui va être menée dans le cadre du comité d'experts spécialisés qui a été mis en place à l'ANSES. Merci de me laisser cette opportunité de faire un peu de publicité. Alors déjà, je voulais préciser qu'à l'ANSES, ce n'est pas nouveau que l'on fait de l'analyse socio-économique. Nous, on appelle ça l'analyse socio-économique, comme je l'ai déjà précisé, mais c'est ni plus ni moins de l'évaluation socio-économique. Je pense que la sémantique vient du réglementaire, où on appelle ça le socio-economic analysis au niveau européen. Bref, je ferme la parenthèse. Donc après des années d'efforts vers la construction d'un dispositif d'expertise en analyse socio-économique, en évaluation socio-économique, on a mis en place un comité d'experts spécialisés à l'ANSES, donc qui est composé d'économistes, de socio-économistes et de sociologues, et on a la chance d'avoir Luc parmi nous notamment dans cette équipe. Et donc alors l'ANSES, en 2 mots, est une agence d'expertise qui travaille avec des collectifs d'experts de manière très très régulière. C'est un de
de ces fondamentaux. Donc, il y a des collectifs d'experts, que ce soit des groupes de travail ou des comités d'experts spécialisés. Et donc, ce comité en particulier, il s'inscrit donc dans une vision partagée, une volonté partagée entre nos ministères de tutelle et la direction générale de pouvoir monter en puissance sur la base notamment de l'expérience déjà capitalisée depuis une dizaine d'années et des effectifs présents à l'agence, sur donc l'évaluation socio-économique, d'une part pour améliorer et faire et déployer les travaux d'expertise qu'on est déjà capable de faire, et puis monter en puissance aussi au niveau méthodologique. Donc ce comité d'experts, il vient d'être mis en place au mois de janvier. On est très fiers de l'équipe qui nous a rejoints. On a des belles candidatures qui ont été soumises. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, je dirais. Et voilà, juste pour terminer, c'est donc ce comité d'experts, il va appuyer les équipes internes de l'agence sur les travaux d'expertise qui seront menés. Donc, peut-être pour ceux qui connaissent moins l'agence, donc on travaille en santé animale, en santé environnement, santé alimentation, en agriculture environnement, et j'en oublie certainement en santé humaine de manière générale. Et on développe notamment les aspects environnementaux purs également. Et donc l'équipe d'experts a pour objectif de nous appuyer dans nos travaux d'expertise et aussi de mener un certain nombre de réflexions méthodologiques en appui de ces travaux. Voilà. Vous pouvez consulter la composition exacte du comité d'experts sur le site internet de l'agence si ça vous intéresse. Et Karine, donc en implicite, ça veut dire que vous allez utiliser les travaux qu'on a faits. Absolument. L'idée aussi, donc, comme je l'ai dit, de ce CES, c'est de nous appuyer méthodologiquement. Et donc, l'idée, c'est pas de réinventer ce qui existe déjà, même si on va essayer d'adapter évidemment le plus possible à nos thématiques de travail. Et donc, ce rapport fera partie des sources d'inspiration, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi d'autres rapports existants. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que j'aimerais poser une toute dernière question, peut-être à Jérôme, qui est en fait de se dire qu'il y a un énorme travail qui a été fait par le secteur de l'environnement pour se poser la question finalement des effets de santé. Et je me dis par symétrie, et pour clore cette excellente table ronde à laquelle vous avez tous participé, et on vous en remercie, je voudrais demander à Jérôme, qui est dans un environnement déjà très pluridisciplinaire, dans l'ISPEP, si on pourrait imaginer faire finalement exactement l'effet miroir, c'est-à-dire de se poser la question de savoir comment mesurer des effets environnementaux d'un certain nombre d'activités dans le domaine de la santé. Et ce serait un peu une forme de conclusion pour un futur rapport. Merci Lise pour cette question qui m'a surpris quand tu m'en as fait part. Mais finalement, c'est une bonne question de renverser. C'est vrai que moi, je participe de manière quotidienne, on va dire, à d'évaluation d'interventions ou de programmes de santé. Et cette question-là, pour être honnête, on ne se la pose pas immédiatement. Il faut être tout à fait honnête, on ne se la pose pas tout à fait. Et ça, c'est sûr. Alors, tout à l'heure, Benoît m'a soufflé qu'il y avait quand même un cas évident qui était celui de la dispersion dans l'environnement des médicaments ou des traitements. C'est une vraie question que je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas l'évoquer, mais c'est effectivement quelque chose qui devrait être pris en compte et qui n'est pas pris en compte. Je pense, dans l'évaluation médico-économique, les risques de dispersion dans l'environnement ne sont pas pris en compte. Alors, je ne sais pas si c'est marginal ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est sûr que ce n'est pas pris en compte et ça mériterait, dans certains cas, peut-être, d'y réfléchir, ça c'est sûr. Moi, j'avais plutôt en tête, quand tu m'as posé cette question, l'effet de l'organisation des soins sur les déplacements, à la fois des patients et des professionnels de santé. Parce que si je prends l'exemple de Bordeaux, le CHU, il n'est pas dans le centre, mais pas loin du centre. Les 2 tiers des salaires sont des salaires bas. Bordeaux devient assez difficilement accessible en termes de logement. Donc, en termes de kilomètres, c'est 15 000 salariés, le CHU. En termes de kilomètres, donc je me suis posé, j'ai réfléchi à ça, c'est sûr que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en termes de déplacement, cette organisation ultra centralisée des CHU. Alors, bon, est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est un élément de réflexion. Et tout ce qui tourne autour du numérique en santé, évidemment, et notamment de tout ce qu'on peut faire à distance. Alors je crois que c'est parfois avancé, mais c'est rarement évalué, c'est rarement mesuré. Mais c'est sûr que la réduction des déplacements liés aux soins à distance, ou en tous les cas à la consultation à distance ou à l'expertise à distance, ça devrait être. Là, il n'y a aucune raison, à partir du moment où on peut penser que ce n'est pas négligeable, ça devrait être pris en considération. Et puis, dernier point qui n'est pas tout à fait lié à l'environnement, mais en réfléchissant à cette question, ça m'est venu.
il faudrait penser aux effets de l'organisation des soins sur la santé des soignants. Et la qualité de vie au travail, évidemment, devrait être prise en considération. Ça commence à venir, ça commence à monter. Ce n'est pas vraiment de l'environnement, mais c'est l'effet de l'intervention de santé sur la santé de non-patients, mais des professionnels. On en a les parlé et à juste titre. Voilà, pour terminer. Merci beaucoup. Peut-être si je peux juste compléter sur les déplacements. Tu as cité les déplacements des patients et des professionnels de santé, et je rajouterais aussi des proches et des aidants qui sont souvent éludés des évaluations et qui subissent aussi des coûts, directs ou indirects. Et en la matière, en fait, l'Union européenne a beaucoup poussé l'évaluation socio-économique et je pense qu'on a quelque part suivi. Et aujourd'hui, de la même façon, la question en fait, des effets environnementaux des organisations sanitaires est devenue quasiment systématique à documenter dans les projets que l'on soumet au niveau européen. Donc on peut imaginer que ce sujet a quelques beaux jours devant lui et j'ouvre tout de suite le débat avec la salle pour le temps qui nous reste et avec grand plaisir pour les questions que vous souhaiterez nous poser à cette heure avancée de la journée. Oui. Alors, Sylvie Banoun, ce ne sont pas vraiment des questions, ce sont juste des petites remarques. Utilisation des travaux sur la durée des chantiers. Nous faisons des avis d'autorité environnementale. Grâce à ça, on va pouvoir évaluer les compensations qu'on va demander. C'est un détail, mais on peut toujours recommander. Nous, jusqu'à présent, on recommande des compensations quand on a des chantiers qui durent longtemps, qui sont pénibles, etc. Voilà. Une réponse implicite à M. Wiedewer. Pourquoi on n'a pas mesuré la morbidité jusqu'à présent ? Ce que j'ai constaté, c'est que dans le domaine que je connaissais bien, qui était celui de l'utilisation de l'outil HIT de l'OMS sur la valorisation des mobilités actives, ben on s'était bien gardé de regarder les gains de morbidité parce qu'ils avaient une peur panique des doubles comptes. Ce à quoi Karine a fait allusion tout à l'heure. Et je trouve que de ce point de vue-là, le travail qui a été fait, et je rends vraiment hommage à Bénédicte et Alice, sur la tentative pour enlever les doubles comptes, est très fort. Voilà. Le troisième aspect, c'est que ce qu'on n'a pas du tout valorisé, c'est le bien-être. Mine de rien, ce n'est pas seulement des années Khalid, Ali, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais quand on valorise des aménagements publics, ce qui était notre cas, sur l'activité physique, on oublie complètement que l'activité physique, c'est d'abord une source de bien-être. Et c'est aussi pour ça que sur l'autonomie des personnes vulnérables, etc., c'est très fort pour faire la prévention des chutes, à cause de ça. Et puis, un tout dernier point sur la relativité des valeurs de vie statistiques. Je me souviens m'être retrouvée à Moscou à discuter avec des spécialistes de sécurité routière parce que j'étais absolument affolée par la taille des voiries et les vitesses pratiquées. Et je leur ai demandé combien valait la valeur de vie statistique pour eux. 100 000 euros. Merci. D'autres remarques, questions ? Je vois une question ici. Oui, bonjour, Alice Meyer, je suis chargée d'études à Plantécité. Donc nous, on est un centre technique national sur la nature en ville et les espaces verts. Et du coup, je voulais un petit peu ouvrir le débat sur la thématique des bénéfices de la santé liés aux espaces de nature en ville, puisque ces bénéfices sont aujourd'hui de plus en plus démontrés et quantifiés. Et aujourd'hui, les espaces de nature en ville sont considérés comme de véritables outils pour la santé publique, notamment par l'OMS. Et du coup, mon interrogation porte sur la place de ces espaces de nature en ville en tant que projet d'investissement public dans les réflexions et les perspectives de travail de ce groupe de travail. Et j'entends par là l'évaluation des gains liés à la création d'espaces de nature en ville et l'évaluation des coûts liés à leur absence.
je ne sais pas si ça appelle une réponse de notre part, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on a commencé à tracer le chemin sur ces sujets. Et Sylvie, bien évidemment, a beaucoup contribué à documenter ces aspects sur justement l'activité physique. Je pense que ça rejoint un petit peu les problématiques de ce quatrième domaine d'application, dont on a dit qu'il avait avancé autant que possible, mais qu'il y avait encore beaucoup de points à développer. Et je pense que ce serait à l'évidence un domaine d'application à envisager pour la suite, ce dont on parle ici. Donc, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, Baotran Nguyen à nouveau. Merci beaucoup pour ces interventions. Moi, j'avais 2 points. Le premier, c'était peut-être sur le sujet de la santé environnementale. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de tout ce qui était réduction de la morbidité, évitement d'accidents, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas matière à avoir une approche un peu plus positive aussi de la santé ? Par exemple, aujourd'hui, on a très peu parlé de prévention. Comment, en fait, on fait l'évaluation socio-économique d'une action simplement de prévention? On sait aussi que c'est une part assez faible des dépenses de santé aujourd'hui, mais pourtant, ça a beaucoup de valeur. Et ça fait le lien aussi avec le fait que ces actions de prévention, elles ont un rayonnement qui est très hétérogène suivant la sociologie des acteurs, et que sur les questions de santé, on sait qu'il y a un gradient social qui est très, très important. Et notamment pour faire aussi le lien avec les sujets de ce matin sur l'aménagement, et tous les sujets d'aménagement sur des quartiers prioritaires politiques de la ville, où vous avez une part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté qui est beaucoup plus surreprésentée, en tout cas par rapport à la moyenne française, et qui a un rapport par ailleurs très, très instrumental au corps, qui subit du coup des conditions de vie dégradées, du logement, qui n'a pas forcément aussi les bons réflexes sur le sport, etc. Ouais, comment on prend aussi cette question finalement des revenus, de la catégorie socio-professionnelle dans la santé? C'est peut-être quelque chose qu'on a moins vu, que Julie a évoqué, puisqu'elle disait que, par exemple, de façon conservatrice, les effets sur la santé, dans une étude que vous aviez faite, étaient pris en compte que seulement sur les ménages les plus modestes. Donc ça, c'était ma première question. Et j'avais juste une deuxième question. On a commencé à parler de l'organisation des soins avec Monsieur Dervaux. J'avais une question. Aujourd'hui, on est réunis sur un colloque d'évaluation socio-économique des projets d'investissement public. Sur la santé, il me semble qu'il y a des évolutions organisationnelles, notamment des soins, qui ne sont pas forcément adossés à des investissements. Certes, il y a par exemple les maisons de santé, les centres de santé qui font du bien aussi pour répondre à la pénurie médicale, mais on a aussi des projets organisationnels sur des permanences de soins ambulatoires dans des territoires en déficit d'attractivité médicale. On a des projets d'équipes mobiles, de gériatrie sur des sujets divers. On a des comités qui se coordonnent sur des cas complexes, sur des personnes âgées qui évitent des recours aux urgences. Et tout ça ne relève pas forcément de l'investissement public, je dirais, dans de la pierre en tant que telle, ou dans des choses qui sont forcément très coûteuses en investissement matériel, mais c'est de l'investissement aussi plus immatériel sur de l'organisation des soins, justement. Donc comment on intègre, puisque c'est des questions que vous avez commencé à évoquer, est-ce que c'est un terreau favorable pour l'évaluation socio-économique? Alors là, vous nous ramenez à la maison, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est notre quotidien en tant qu'économiste de la santé de travailler pour tous ceux qui sont là et qui travaillent sur ces sujets, et sur l'évaluation du changement organisationnel. Mais c'est un autre, je pense que ce serait carrément un autre colloque, puisque là, vraiment, ce qu'on cherche à faire, c'est le lien entre santé et environnement. Et je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer, par exemple, les travaux qui sont menés. Et je pense qu'on est un certain nombre d'entre nous à travailler sur des expérimentations qui sont en cours pour modifier les modes de fonctionnement, d'organisation, de financement, et qu'on essaie de suivre dans le cadre d'une évaluation socio-économique. Mais je pense que ce sur quoi aujourd'hui il faut qu'on se concentre, c'est vraiment ce qui est à l'articulation entre la santé et l'environnement, dans un sens comme dans l'autre, comme on vient de le dire. Et je pense que les questions que vous posez sur l'évaluation des changements organisationnels, elles touchent alors tous les domaines de l'évaluation socio-économique, et en elle-même pourrait être une belle conclusion de notre table ronde, dans la mesure où il ne saurait être question de dépasser les 17h30. Je pense que c'est bien d'être dans les temps, sauf si vous avez une question absolument pressante, très courte, et qu'on pourrait peut-être je voulais juste prendre la toute dernière. Oui. Rebondir sur... Moi, je trouve que non, mais vous soulevez quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du calcul socio-économique sur les investissements parce que, historiquement, on est dans un process réglementaire qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des
évaluations qui se font de manière obligatoire dans ce cadre-là. En fait, c'est quoi un investissement? Et en fait, dans les évaluations, on se rend compte bien souvent que les conditions politiques dans lesquelles s'inscrivent un investissement peuvent changer la nature même de l'intérêt même de l'investissement. Soit il est accompagné par une politique, soit il ne l'est pas, et on a le même investissement et la vanne pourrait être extrêmement différente. Donc en fait, je trouve, enfin, c'est aussi un sujet du périmètre en fait de l'évaluation. Et donc je crois que bon, voilà, il y a l'historique, donc évidemment, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ces outils dans des espaces, dans des périmètres plus larges. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je pense que ça pourrait le devenir assez vite sur un certain nombre de sujets. Par contre, ce que vous dites, et c'est ça que je voulais souligner, c'est que même si on reste sur ce cadre strict de l'évaluation d'un investissement, très souvent, il y a un certain nombre de choses qui touchent à l'usage, qui touchent aux facilités, qui vont faire que cet investissement va être plus ou moins utilisé, par exemple, qui évidemment va conditionner. Et souvent, dans les évaluations, c'est des éléments qui ne sont pas abordés dans ce que moi j'appelle les cadres de scénario, en fait. C'est quelles sont les conditions qui permettent finalement que cet investissement-là va produire au maximum la valeur qui est attendue. Et je pense donc concrètement que sur les sujets que vous évoquez, même dans des évaluations strictes sur un certain nombre d'investissements, il y a des thématiques de ce type qui pourraient venir éventuellement d'ailleurs montrer que l'investissement qu'on envisage est... voilà. L'exemple typique, c'est ce qu'on avait fait sur les prisons, par exemple, où en fait, sur le besoin de places de prison, et évidemment, c'est très lié avec la politique carcérale. Voilà. Donc, si vous la changez, évidemment, le contexte change complètement. Et donc, du coup, c'est vraiment des sujets parfois très sensibles et qui, à mon avis, sont des éléments incontournables d'une évaluation de qualité. Parce que si ces éléments-là ne sont pas traités, on peut avoir des effets de biais assez manifestes. Je passe la parole à Julie pour conclure, mais je voudrais juste dire que Nathalie Fourcade, qui est là, nous a tous mandatés pour travailler sur la notion d'investissement pour le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc, il y aura des travaux aussi sur ce sujet. Merci Nathalie d'être là. Et je passe la parole à Julie pour clore la session. Bon, ce ne sera pas une belle conclusion. Je voulais juste rebondir sur des commentaires qui ont été adressés. Donc, je voulais vous remercier, madame, sur ce que vous disiez à propos du bruit et la valorisation du bruit qui pourrait servir à déterminer des indemnisations, des compensations. Nous, ça donne du sens à notre travail d'évaluateur. D'habitude, nous, évaluateurs, on essaie de donner du sens, d'objectiver le sens des projets. Là, tout à l'heure, je vous disais, bon, le bruit, c'est un effet qui est assez epsilonesque et donc vous nous invitez à continuer les efforts. Donc, merci beaucoup. Vous faisiez aussi une remarque sur la prise en compte du bien-être au-delà des effets physiques, de santé directe. Et je vous rejoins naturellement à 100%. Et sur les sujets de grand âge et d'autonomie, on prend en compte des consentements à payer pour rester au domicile plutôt que pour l'institutionnalisation, qui sont un reflet, à mon sens, de la préférence pour le domicile. Donc ça dit quelque chose du bien-être lié au fait de rester au domicile plutôt que d'aller en EHPAD, et également des consentements payés pour le répit des aidants familiaux. Je pense que c'est très intéressant à prendre en compte. Et un tout dernier point, parce que Jérôme parlait tout à l'heure du numérique en santé, et tout à l'heure aussi tu faisais une remarque sur la prévention. Et donc je voulais vous dire qu'on a identifié un article, alors le nom des auteurs m'échappe, mais je vous le donne juste après, qui chiffre justement des économies pour le système de santé liées justement au numérique appliqué à la santé. Et ce sont des économies à la fois en termes de déplacements évités, mais également de prévention, parce qu'on remonterait sur la chaîne de valeur de la prévention plutôt que du soin. Et donc ça générerait des économies qu'on a chiffrées dans le rapport sur Paris Santé Campus à quand même 1,5 milliard d'euros, avec beaucoup d'hypothèses conservatrices. Mais le dossier est en cours de contre-expertise, donc je ne voudrais pas influencer Émile Quinet, qui est notre contre-expert. Alors, est-ce vraiment le mot de la fin? Je n'en suis pas sûre, parce qu'à l'évidence, on a tous très envie de continuer à discuter, mais je pense que le temps qui nous est imparti est cette fois terminé. Et donc, on vous remercie beaucoup de votre participation, de votre écoute, et on espère que ce rapport vivra dans les travaux que vous mènerez par la suite. Merci beaucoup.